Que feriez-vous si un membre de votre famille disparaissait soudainement? Qu'il s'agisse de votre fille adolescente ou de votre mère adulte, il est presque impossible d'imaginer ce scénario. Pourtant, les personnes dont il est question dans ces histoires ont dû en faire l'expérience et se rendre compte qu'elles ne reverraient peut-être jamais leurs proches. Du chagrin d'amour de perdre quelqu'un au choc de son retour inattendu, ces histoires dépassent l'ordinaire, laissant une traînée de mystères et de questions sans réponse. Décortiquons la folie et voyons à quel point le terrier de lapin est profond. 1. Mon fils de 16 ans s'est enfui de la maison, mais lorsqu'il est revenu, j'avais disparu alors que j'étais assise près de ma vieille machine à coudre, le ronronnement de son moteur se mêlant au lointain bruit des poulets des coqs à l'extérieur, un silence emplissait la maison, un silence trop profond pour n'être qu'une absence de son. C'était l'absence de Joey, mon fils. Mon cœur a sombré lorsque j'ai trouvé la note qu'il avait laissée, ses mots se brouillant alors que les larmes montaient à mes yeux. Chère maman, ce soir, quand tu seras de retour, je ne serai pas à la maison. Non, je n'ai pas été kidnappé, j'ai juste finalement décidé de m'enfuir, peut-on lire dans sa lettre. Peu importe jusqu'où je vais, je t'aimerai toujours. Je suis désolé. Prends soin de toi. Avec amour, Joey. Le vide de la maison faisait écho à son absence. Les souvenirs de ses rires, de ses rêves et de nos disputes à propos de son départ se mêlaient dans l'air. Je n'arrivais pas à comprendre. Pourquoi serait-il parti sans un mot, sans un au revoir? J'ai passé ma journée comme toujours, entouré de la vie de la ferme et des grands arbres que Joey aimait, en espérant son retour d'où qu'il se soit égaré. J'ai attendu que mon fils m'aide à cultiver les betteraves. Mais au fur et à mesure que la journée avançait, j'ai réalisé que Joey ne viendrait pas, comme il l'avait promis. Joey avait toujours été plus que mon fils. Il était mon confident, mon aide et la lueur d'espoir dans les années qui ont suivi la mort de son père. Pourtant, je savais qu'il se sentait piégé ici, ses ambitions dépassant largement les limites de notre ferme. Ses rêves de devenir médecin, d'échapper à la vie qu'il jugeait prédéterminée pour lui ici, se heurtaient à mes propres craintes de laisser derrière moi les souvenirs et l'amour de la terre que son père et moi avions cultivés ensemble. Le jour de son départ, mon monde est devenu silencieux. Je l'ai imaginé debout au bord de l'autoroute, la détermination dans ses yeux obscurcis par le doute et la peur, le bruit des voitures qui passaient marquant le début de son voyage loin de moi. De mon point de vue, la décision de Joey de partir a été un coup dur, non seulement pour la routine de notre vie à la ferme, mais aussi pour mon cœur. Savoir qu'il était seul, dans une ville animée, me remplissait d'inquiétude et de terreur. Je l'imaginais dans un bus, en train de penser à notre ferme, à notre vie ensemble et à la lourde décision qu'il avait à prendre. Je ne pouvais qu'imaginer son appréhension en arrivant en ville, la peur de l'inconnu et le désespoir qui devait l'étreindre alors qu'il réalisait le coup de sa nouvelle liberté. Je savais qu'il allait très probablement retrouver son ami, Dan, dont il avait déjà parlé. J'espérais qu'il n'était pas seul. À mesure que la nuit avançait, le silence de la ferme semblait plus fort, et le vide de la chambre de Joey pesait lourdement sur moi. Je voulais savoir qu'il était en sécurité, lui dire que peu importe la distance qu'il parcourait, mon amour pour lui s'étendrait jusqu'au bout, inébranlable et omniprésent, mais il n'a jamais appelé. Les jours se sont transformés en mois, et les mois en années, chacune plus lourde du poids du silence de Joey. J'ai essayé de m'occuper, de ne pas laisser la solitude et l'inquiétude me consumer. J'ai toujours cru qu'aucune nouvelle n'était une bonne nouvelle, m'accrochant à l'espoir que mon fils était là-bas, en train de réaliser ses rêves.
Pourtant, dans les moments calmes, la peur de l'inconnu me tenaillait, me soufflant des doutes et des hypothèses. Un jour, j'ai appris l'existence d'un homme nommé Monsieur Clark et la façon dont il avait accordé une bourse à Joey, ce qui a finalement incité mon fils à envoyer une lettre. La fierté remplissait mon cœur, sachant que mon garçon était en passe de devenir le médecin dont il avait toujours rêvé. Mais les années de silence avaient construit un mur entre nous, chaque brique étant un jour sans un mot, un anniversaire manqué, un Noël passé en silence. La nouvelle de l'obtention du diplôme de Joey est arrivée sous la forme d'une invitation formelle par la poste, une annonce impersonnelle de sa réussite. Je l'ai tenue dans mes mains, les larmes brouillant l'impression élégante, un flot d'émotions me submergeant. Plus de fierté, de chagrin, d'amour et un désir douloureux pour mon fils. Ironiquement, le jour où Joey a décidé de revenir, je n'étais plus là. La ferme, autrefois remplie de vie et de rire, n'était plus qu'une coquille vide. Les années n'avaient pas été tendres avec mon corps, et sans Joey, j'ai dû renoncer à m'en occuper pour me concentrer sur ma santé. Plus tard, il m'a raconté tout ce qu'il avait ressenti en arrivant et en voyant que j'avais disparu de notre maison. Il a trouvé la lettre que j'avais écrite mais jamais envoyée. J'avais eu l'intention de la brûler mais je n'avais pas remarqué que le feu n'avait pas fait son œuvre. J'avais écrit, Joey, mon chéri, tu me manques tellement. Où es-tu allé en me laissant ici? J'aurais aimé que tu ne me quittes jamais. Si j'avais su que tu avais prévu de me quitter et de disparaître comme ça, j'aurais accepté de partir avec toi à la place. S'il te plaît, reviens, Joey. Tu me manques au plus haut point. Rien ne pourra jamais te remplacer. Ce silence autour de moi me tue. La maison est si vide, et mon cœur se sent plus lourd et hanté sans toi. J'aimerais point les mots inachevés, perdus dans le feu, en disaient long sur la douleur et la nostalgie qui avaient rempli mes journées. Si est-il alors que mon fils a décidé de me retrouver et d'arranger les choses entre nous. Il a contacté notre ancien voisin, Monsieur Collins, et a fini par me retrouver à l'hôpital. Au moment où nos regards se sont croisés, toutes les années de séparation ont fondu. L'étreinte que nous avons partagée était tout ce que j'avais désiré pendant toutes ces années. Joey, mon garçon, ai-je crié, des larmes de joie et de soulagement inondant mes yeux, le vide dans mon cœur se remplissant de sa présence. Je suis tellement désolé de ne pas t'avoir appelé ou rendu visite plus tôt. Je ne voulais pas te décevoir, dit Joey, en larmes. J'ai balayé les excuses de Joey d'un revers de main. Dis mène plus, Joey. Je veux t'entendre parler. Oh, ta voix. Comme ça m'a manqué d'entendre cette voix. Et ses rires, ai-je insisté en lui ébouriffant les cheveux. Sa voix, racontant son voyage, ses luttes et ses triomphes, était la plus douce des mélodies, un baume sur les blessures du temps. Ses projets pour nous, pour notre avenir, apportaient de l'espoir là où il y avait eu du désespoir. 2. Ma fille a disparu pendant 10 ans, mais elle est revenue pour me dire la vérité sur mon mari et me suis réveillé, me sentant encore épuisé d'un récent voyage d'affaires. Richard, mon mari et le beau-père d'Emily, dormaient profondément à mes côtés. Je me suis glissé hors du lit et je me suis dirigé vers la cuisine, une routine que je suivais tous les matins. En préparant le petit déjeuner, j'ai senti la fatigue me peser. Une fois le petit déjeuner prêt, je suis allé dans la chambre d'Emily pour la réveiller.
Si est-il l'heure de se réveiller, ma chérie, ai-je appelé, mais ma voix affaiblie quand j'ai remarqué que son lit était fait, quelque chose ne tournait pas rond. Émilie n'était pas non plus dans sa salle de bain. Tout était parfaitement arrangé, ce qui ne lui ressemblait pas. J'ai fouillé toutes les pièces, l'arrière-cour et même le jardin, mais Émilie n'était nulle part. Ce n'était pas comme les fois où elle sortait en cachette pour des soirées endiablées. Quelque chose me disait que c'était différent, plus sérieux. Rick, réveille-toi. Je me suis précipité dans notre chambre, l'urgence imprégnant ma voix. Émilie a disparu. Laisse-moi dormir, Laura, a marmonné Richard, à moitié endormi. Si est une adolescente. Elle est probablement sortie avec ses amis. Détends-toi. Mais je n'arrivais pas à me détendre. Si est sérieux, Rick. Sa chambre est trop propre. Ça ne ressemble pas du tout à Émilie. Malgré ma panique, Richard s'est contenté de balayer mes inquiétudes et s'est rendormi. L'anxiété me rongeait tandis que je descendais les escaliers, espérant contre toute attente qu'Émilie franchirait la porte d'un moment à l'autre. Si est alors que mon téléphone a envoyé un message qui m'a fait frissonner. Si vous voulez que votre fille soit vivante, apportez 100 000 $ à l'adresse ci-dessous. Mon cœur s'est emballé et mes mains ont tellement tremblé que j'ai failli laisser tomber mon téléphone. Ce n'est pas possible. Mais le cauchemar était bien réel. J'ai immédiatement appelé la police, et heureusement, ils sont arrivés rapidement. J'étais en train de tout leur expliquer quand la voix de Richard a retenti à l'étage. Laura? Qu'est-ce ce qui se passe? Qu'est-ce ce que la police fait ici? Quelqu'un a kidnappé Émilie, ai-je réussi à dire, ma voix tremblant. Il demande une rançon. Tu es sûr que ce n'est pas une des blagues d'Émilie? Demanda-t-il, le scepticisme dans le ton alors qu'il descendait. Bien sûr que non, Rick. Je me suis lamenté alors que des larmes montaient à mes yeux. Nous devons la retrouver. Les policiers étant dans la chambre d'Émilie, l'inspecteur Harris nous a demandé s'il manquait quelque chose. Si est alors que j'ai remarqué que le tapis avait disparu. Le tapis, me suis-je exclamé, surprise de ne pas m'en être aperçu plus tôt. Richard renchérit, oh, oui, je l'ai emmené au pressing. L'inspecteur Harris a pris note et a demandé l'adresse du pressing, ce à quoi Richard a répondu qu'il allait le chercher. Alors que nous étions encore en train d'essayer de tout reconstituer, un autre message sur mon téléphone m'a glacé le sang. Si vous impliquez la police, vous ne reverrez plus jamais votre fille. L'inspecteur Harris a vu mon visage horrifié et a pris mon téléphone. Il a lu le message et a suggéré que nous allions jusqu'au bout de la remise de la rançon. Il a proposé d'établir un périmètre autour du lieu de dépôt. C'était notre meilleure chance de récupérer Émilie et d'attraper le kidnappeur. Pas question, ai-je entendu Richard protester alors qu'il revenait avec l'adresse. Si est trop risqué. On devrait juste leur donner la rançon, et peut-être qu'ils la laisseront partir. Mais Richard, et s'ils prennent l'argent et s'enfuient? Ai-je répliqué en secouant la tête. Non, je pense que les inspecteurs ont raison. Voyant enfin la raison, Richard a acquiescé. C'était décidé, des agents d'infiltration entoureraient le point de dépôt de la rançon. En me rendant au point de dépôt avec la rançon, je ne pensais qu'à Émilie. Je désirais ardemment qu'elle revienne, que ma petite fille soit à la maison.
Je me suis garé près du parc, comme on me l'avait demandé, et j'ai marché jusqu'au centre, en plaçant l'argent près du chêne désigné. De retour dans ma voiture, j'ai ajusté le rétroviseur pour garder un œil vigilant sur le site de dépôt. L'inspecteur Harris était en tenue décontractée, et il m'a fait signe depuis l'autre côté de la rue que les agents étaient en position. Mon cœur battait la chamade à chaque coup d'œil dans le rétroviseur, attendant l'apparition du kidnappeur. Mais le jour s'est transformé en nuit, et personne n'est venu. Le parc s'est vidé. L'inspecteur Harris s'est approché, me suggérant de rentrer chez moi, me disant que le kidnappeur avait probablement senti la présence de la police. Le trajet jusqu'à la maison a été un peu flou. Ai-je mis mon bébé encore plus en danger? En retournant dans la chambre d'Emily, j'ai trouvé le tapis de nouveau en place, avec Richard debout au-dessus, un regard d'étrange soulagement dans ses yeux. On dirait que la moquette est neuve, non? A-t-il demandé. Point à genoux, j'ai touché le tapis qu'Emily avait choisi avec enthousiasme il y a plusieurs mois, en me demandant, comment peut-il être aussi neuf? Un bon nettoyeur peut faire des merveilles, chérie, a répondu Richard trop rapidement, ce qui m'a fait froncer les sourcils. Pourquoi agissait-il de façon si étrange? Mais le chagrin écrasant pour Emily a mis cette question de côté. Je n'aurais pas dû. Quelques jours plus tard, alors que je pleurais encore et que j'appelais désespérément tous nos amis, Richard a pris le téléphone et m'a dit, laisse-la partir. Elle ne veut pas être retrouvée. Je n'aille pas du tout écouté, et 10 ans ont passé sans nouvelles d'elle. L'affaire a été classée, sans aucune piste, et la vie a continué pour tout le monde, sauf pour moi. Je n'arrivais pas à lâcher prise. Serrant les photos d'Emily, maintenant pas les user sur les bords, je suis entré dans un bureau de publicité. En m'approchant de la réception, j'ai rencontré une gentille femme. J'aimerais louer des banderoles, lui ai-je dit. Bien sûr, a répondu la femme, Jenna. Combien en voulez-vous? Autant que je peux me le permettre, ai-je répondu, déterminé à continuer à chercher ma fille, peu importe le temps écoulé. Jenna était toute ouïe pendant que je racontais l'histoire de la disparition d'Emily. Nous nous sommes mis d'accord sur 3 banderoles à placer le long des autoroutes les plus fréquentées. Jenna m'a même offert une remise de compassion après avoir reconstitué l'histoire à partir de mes explications brèves, mais poignantes. Les bannières étaient simples, une version agrandie de la photo d'Emily toute souriante, avec les mots manqués à jamais, aimés à jamais en lettres grasses au-dessus et si vous savez quelque chose, dites-le, ainsi qu'un numéro de téléphone d'urgence, en dessous. Chaque coup d'œil à ces panneaux d'affichage ravivait l'espoir en moi. Mes amis et ma famille pensaient que je cherchais la paix à travers cet acte, mais ce que je voulais vraiment, c'était retrouver ma fille. J'attendais avec impatience qu'on m'appelle pour me donner de ses nouvelles, mais tout ce que je recevais, c'était des vœux de bonheur. Un jour, Richard a perdu son sang-froid. Toutes nos économies ont disparu, Laura. Juste parce que tu as placardé son visage dans toute la ville. Et alors? Ai-je répliqué. Que veux-tu que je fasse, Richard? Que j'oublie notre fille? Je veux garder sa mémoire vivante. Notre dispute a été interrompue par un coup. J'ai ouvert la porte pour trouver une jeune femme debout, et je l'ai reconnue immédiatement malgré tout ce temps. Jetant mes bras autour d'elle, je l'ai serrée fort dans mes bras. Emily, oh, tu es de retour. Oui, maman. Je suis à la maison. Elle m'a embrassé à son tour, puis s'est écartée en me montrant le tapis qu'elle avait serré. Si est tout ce que j'avais, maman, dit-elle.
Et je l'ai gardé. La voix de Richard a tonné de l'intérieur, mais son visage a pâli lorsqu'il a vu Émilie. Qu'est ce qui ne va pas, Richard? Émilie a ricané. Tu vois un fantôme? Si est lui qui est responsable de ma disparition, maman. Elle a montré Richard du doigt. Quoi? Si est n'importe quoi, s'est écrié Richard pour se défendre. Entre, Émilie, ai-je dit en la poussant à l'intérieur et en fermant la porte. Elle ment, Laura, a insisté mon mari, pris de panique. Ne l'écoute pas. Elle essaie de nous séparer. L'ignorant, j'ai insisté, raconte-moi tout, Émilie. Émilie a redressé les épaules et m'a dit la vérité. Il y a 10 ans. Maman était partie en voyage d'affaires pendant une semaine. Quand je suis rentré de l'école, Richard était affalé sur le canapé du salon, en train de regarder la télévision. Hey, petite, dit-il en se redressant. Comment s'est passé l'école? C'était bien, ai-je répondu et je m'apprêtais à me diriger vers ma chambre, mais Richard a insisté pour que je le rejoigne pour regarder la télé. J'aurais bien besoin d'un peu de compagnie, a-t-il dit. Et si est ton émission préférée? J'ai hésité à m'asseoir à côté de lui. Au début, je n'ai pas soupçonné que quelque chose n'allait pas. Mais ensuite, j'ai pris conscience que Richard touchait l'ourlet de ma jupe. Jolie jupe, a-t-il commenté. Mon cœur a battu la chamade dans sa poitrine. J'ai dit merci mais je me suis légèrement éloigné. J'ai essayé de me concentrer sur l'émission de télévision, mais il faisait trop chaud. J'ai commencé à déboutonner ma chemise quand mes doigts ont effleuré Richard. Laisse-moi Tyler, a-t-il dit, puis il a fait glisser ses doigts le long de mon cou. Je peux le faire, ai-je dit et je me suis éloigné. Mais Richard n'a pas voulu m'écouter. Il a insisté pour que je me rapproche de lui afin de regarder la télévision correctement. Allez, Émilie. Tu as grandi, et ce n'est pas comme si tu ne voulais pas de moi, a-t-il dit. J'ai paniqué. Va-t'en. Je dois faire mes devoirs. Soudain, le beagle de notre voisin a aboyé, ce qui a détourné l'attention de mon beau-père. J'ai eu l'occasion de m'échapper et je me suis précipité dans ma chambre. J'étais terrifié et dégoûté, mais je me sentais en sécurité ici. Mais ma tranquillité n'a pas tardé à être perturbée. Richard est entré dans la pièce, un large sourire aux lèvres. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, Émilie. Il sourit. Qu'est ce que tu fais ici? Sors d'ici. Si est ma chambre, ai-je crié. Pars, Richard, ou je dis tout à maman. Il a éclaté de rire. Et qui crois-tu qu'elle croira? Un adulte ou sa fille à l'imagination débordante? Elle me croira. Je connais ma mère, ai-je crié avec assurance. Mon regard s'est alors porté sur le téléphone portable posé sur sa table de chevet. Le visage de Richard se contorsionna de colère. Pas d'appel, a-t-il hurlé. D'un geste brusque, il a tendu la main pour me repousser du téléphone. Je m'apprêtais à le saisir et j'ai fini par perdre l'équilibre. La pièce a tourné et j'ai ressenti une vive douleur à l'arrière de ma tête. Le coin en bois de la table m'avait donné un coup, et le monde est devenu noir. Aujourd'hui. L'histoire d'Émilie se poursuit. Un couple de pêcheurs m'a trouvé, maman, enveloppée dans mon vieux tapis, m'a-t-elle raconté. Elle s'était retrouvée dans une ville voisine, où une famille bienveillante l'avait recueillie. Malgré leurs efforts et les siens,
Son passé est resté flou jusqu'à ce qu'elle voie son propre visage sur ces panneaux d'affichage que j'avais mis en place. Cela a ravivé sa mémoire, sa maison, moi, et les événements déchirants de cette nuit-là. Appelle le 911, maman. CIST urgent. CIST lui qui a fait ça. Soudain, les protestations de Richard ont résonné dans la pièce. Arrête, Émilie. Tu m'accuses après tout ce que j'ai fait pour toi, hurla-t-il, mais ses paroles tombèrent dans l'oreille d'un sourd. J'avais atteint ma limite. Le voile avait été levé, et je pouvais voir mon mari pour ce qu'il était vraiment. J'ai appelé la police sans hésiter et ils ont emmené Richard au poste. Les preuves contre lui ont commencé à s'accumuler, surtout après qu'un test ADN a confirmé que la tache de sang sur le tapis était bien celle d'Émilie. Face à ces preuves indéniables, les défenses de Richard se sont effondrées et il a avoué son véritable mobile, la cupidité. Il voulait mon argent et a organisé un enlèvement pour l'obtenir. Les mois ont passé et la justice a suivi son cours. Richard a été condamné à une peine de prison et Émilie et moi avons enfin été libérés. 3. J'ai envoyé ma fille chez sa grand-mère pour l'été, sans savoir qu'elle disparaîtrait. À quand remonte le dernier matin aussi paisible? Je me le demandais alors que j'étais assise dans le silence de ma maison, feuilletant un magazine de mode et sirotant un café noir. Petra, ma fille adolescente, était partie pour l'été chez Nana Rosaline dans l'Ohio. Le chaos habituel du matin manquait, et je ressentais profondément son absence. Petra, à 14 ans, affirmait son indépendance et CIST elle qui avait insisté pour qu'on ne rende visite à sa grand-mère. Étant mère célibataire depuis que mon mari nous a quittés alors que ma fille n'avait que 3 ans, j'ai d'abord hésité, mais j'ai fini par céder, me sentant fier de son désir de se rapprocher de sa famille. J'ai vérifié mon téléphone à ce moment-là et n'ai remarqué aucun nouveau message de Petra. Nous faisons souvent des appels vidéo pendant qu'elle essayait des recettes avec sa grand-mère, ou envoyait parfois des photos du potager. Mais ce matin, il n'y avait rien. Alors que je réalisais qu'il était temps de me préparer pour aller travailler, mon téléphone a bourdonné d'un appel entrant provenant d'un numéro inconnu. En répondant, je me suis sentie confuse. Est-ce que je parle à Madame Carla ? A demandé la voix au milieu d'un bruit de fond. Oui, CIST-elle. De quoi s'agit-il ? Ai-je répondu. CIST l'officier Cummins, madame. CIST au sujet de votre mère. Elle a été retrouvée morte chez elle ce matin. Elle a été assassinée. Mon cœur s'est effondré. Je venais de parler à ma mère hier. Comment cela a-t-il pu se produire? Êtes-vous sûr d'avoir le bon numéro? Ai-je réussi à demander en tremblant. Après que l'agent a confirmé qu'il s'agissait bien de Rosaline, j'étais incrédule. Oh mon Dieu! J'ai sangloté. Comment? Qui lui ferait une chose pareille? Nous sommes toujours en train d'enquêter, madame, a dit l'officier. Pouvez-vous venir au poste? Attendez, ma fille, elle va bien? Votre fille? Elle rendait visite à ma mère pour l'été, me suis-je exclamé. Où est-elle? S'il vous plaît, dites-moi qu'elle est en sécurité. Nous n'avons trouvé personne d'autre à la résidence, madame, m'a informé l'agent. Avez-vous les coordonnées de votre fille? Nous pourrions essayer de la localiser. La panique s'est emparée de moi, et j'ai rapidement donné les coordonnées de Petra. Vous devez la retrouver, monsieur l'agent. Ce n'est qu'une enfant.
Si est-il la première fois qu'elle se rend seule dans la ville de ma mère. Nous ferons de notre mieux pour la localiser, madame, m'a assuré l'agent Cummins. J'ai fourni ce que Petra portait la dernière fois que je l'ai vue, ma voix tremblant à chaque mot. Une fois l'appel terminé, je me suis retrouvé à composer le numéro de ma fille à plusieurs reprises, chaque fois accueilli par la messagerie vocale. S'il te plaît, chérie, réponds, ai-je supplié dans le téléphone, mais il n'y avait pas de réponse. Sachant que je ne pouvais pas rester assise à attendre, j'ai dit à mon patron que j'avais besoin d'un congé et j'ai réservé le premier vol pour la ville de ma mère. Toutes les tentatives pour joindre Petra ont été vaines. Son téléphone était éteint et l'agent Cummins n'avait aucune nouvelle information. À mon arrivée, je me suis précipité vers la maison de ma mère, qui n'était plus qu'une sinistre scène de crime marquée par des voitures de police et du ruban jaune. Alors que je m'approchais, avec l'intention d'entrer, une voix m'a arrêté. Vous ne pouvez pas entrer là-dedans, a crié quelqu'un. Je me suis retourné avec fureur, faisant face à celui que je supposais être le shérif Rodriguez avec toute la rage et le désespoir qui bouillait en moi. Ma mère a été retrouvée morte ici, et ma fille a disparu. Comment pouvez-vous ne serait-ce que penser à m'arrêter? Je dois aller à l'intérieur. Madame, s'il vous plaît, comprenez. Nous ne pouvons pas permettre cela. Venez avec moi, a-t-il tenté de raisonner. Après m'avoir calmé, le shérif Rodriguez m'a escorté jusqu'au poste de police, où il m'a annoncé que le corps de ma mère avait été emmené pour une autopsie. Il soupçonnait qu'elle a été tuée au cours de la nuit. Mais ce qui m'a le plus secoué, si est-il lorsqu'il a suggéré, et je sais que cela peut être choquant, mais nous devons envisager la possibilité que votre fille ait pu être impliquée. Petra ? Ai-je crié, l'incrédulité et l'horreur s'affrontant en moi. Ce n'est qu'une enfant, shérif. Elle ne pourrait jamais faire une chose pareille à sa grand-mère. Elle adorait ma mère. Bien que le shérif Rodriguez ait exprimé sa sympathie, il est resté inébranlable. Nous devons envisager toutes les possibilités. La disparition de votre fille juste après l'incident est préoccupante. Mais je suis resté inflexible. Je connais ma fille. Elle est innocente. Laissez-moi participer à cette enquête. Je prouverai son innocence. Nous devons retourner chez ma mère. Non, madame, refusa-t-il sévèrement. Vous ne pouvez pas interférer avec l'enquête. J'ai quitté le commissariat en trombe et me suis inscrite dans un motel. La ténèbreté des réponses me tourmentait. Le téléphone de Petra restait injoignable, et l'idée qu'elle soit soupçonnée d'un acte aussi odieux était insupportable. Poussé par le désespoir, j'ai résolu de me faufiler dans la maison de ma mère pour y trouver des indices. Cette nuit-là, j'ai attendu dans un taxi que la présence de la police diminue. Furtivement, je me suis frayé un chemin à l'intérieur, les souvenirs de ma mère et de Petra me saluant se sentaient comme des fantômes dans le silence. Tu es innocente, Petra. Je sais que tu n'as pas fait ça, ai-je murmuré dans le vide, à la recherche de la moindre preuve qui pourrait laver son nom. Si est-il alors qu'une voiture de police s'est arrêtée à l'improviste. Paniqué, je me suis caché dans la cuisine, observant à travers un mince espace l'entrée du shérif Rodriguez. Mon cœur s'est emballé lorsque je l'ai observé essuyer méticuleusement les surfaces et nettoyer une tasse, ses actions suggérant qu'il effaçait des preuves. Dans mon état d'anxiété, j'ai accidentellement marché sur une lame de parquet grinçante.
Je me suis rapidement réfugié derrière le comptoir, retenant mon souffle lorsque son regard a balayé ma cachette. Le soulagement m'a envahi lorsque sa radio a grésillé, le distrayant. Heureusement, il est parti en vitesse. Je n'ai pas hésité, je me suis précipité vers le taxi. Suivez cette voiture, mais restez à distance, ai-je ordonné, le désespoir dans ma voix. Si est une voiture de police, madame. Ce sera à $100 de plus, a prévenu le chauffeur. Très bien, faites-le, ai-je accepté. Alors que nous suivions le shérif jusqu'à une modeste maison, j'ai demandé au chauffeur de s'arrêter. Si est sa maison, m'a-t-il informé. J'ai acquiescé. Quelqu'un d'autre était shérif lorsque je vivais dans cette ville, mais cela faisait un moment que je n'étais pas venu dans le coin. J'ai ouvert mon sac à main et j'en ai sorti $200. Vous ne m'avez jamais raccompagné et vous ne m'avez jamais vu faire ce que je m'apprête à faire, ai-je déclaré fermement en lui tendant l'argent. Le chauffeur a accepté avec un hochement de tête compréhensif. En sortant du véhicule, je lui ai demandé d'attendre, juste au cas où j'aurais besoin de plus d'aide. Si je ne suis pas de retour dans 30 minutes, n'hésitez pas à partir. Je ne peux pas prédire combien de temps cela va prendre, ai-je dit en réglant ma montre. Je me suis faufilé dans la cour du shérif, nourri par le soupçon qu'il dissimulait des preuves liées à l'affaire de ma fille et de ma mère. Alors que je m'approchais de la porte d'entrée, celle-ci a éclaté, m'obligeant à me cacher rapidement derrière un arbre de la cour. La voix du shérif portait depuis le porche, forte et claire. Je ne pouvais pas vous entendre à l'intérieur. Je vous ai dit que la fille avait tué sa grand-mère, cria-t-il dans son téléphone. Mon cœur a sombré. Il était en train de dépeindre Petra comme l'auteur du crime. J'en ai marre des théories débiles qui prétendent le contraire. On en parlera plus tard. Une prise de conscience glaçante m'a envahi, le shérif manipulait des preuves pour piéger Petra. J'ai attendu qu'il mette fin à son appel et qu'il se retire à l'intérieur avant de passer à l'action. Une fois les lumières de la maison éteintes, j'ai saisi ma chance, supposant qu'il s'était endormi. Je me suis glissé jusqu'au porche d'entrée, essayant de jeter un coup d'œil à travers les fenêtres, mais l'obscurité voilait l'intérieur. Sachant que je devais entrer, j'ai crocheté habilement la serrure avec une épingle à cheveux. Guidé par la lampe de mon téléphone, j'ai pénétré dans la maison du shérif. Dans le meuble du salon, j'ai trouvé ce que je redoutais et espérais, le téléphone de Petra. Les larmes ont menacé de couler alors que la réalité de la situation me frappait. Puis des bruits de pas ont retenti, je me suis donc caché derrière le canapé. En jetant un coup d'œil, j'ai aperçu brièvement le shérif avant qu'il ne sorte à nouveau de la maison. Une fois sa voiture hors de vue, j'ai demandé au chauffeur de taxi de le suivre. Le shérif Rodriguez nous a conduits dans une zone boisée où j'ai décidé de poursuivre à pied, craignant que le taxi n'attire l'attention. Le chauffeur s'inquiétait pour moi, mais je l'ai congédié. Dans l'obscurité, j'ai fini par trouver une clairière où la voiture du shérif était garée près d'une vieille maison. Le regarder faire semblant de lancer un signal de détresse et entrer dans la maison avec un fusil m'a bouleversé. La panique m'a envahi, et la peur pour la sécurité de Petra m'a submergé. Je l'ai suivi à l'intérieur, le cœur battant et la sueur coulant dans mon dos.
Il se tenait là, l'arme pointée sur Petra, ligotée et bâillonnée. Je ne sais pas comment il ne m'a pas entendu, mais sans hésiter, j'ai attrapé un vase, je me suis approché et je l'ai frappé à la tête, le désarmant. L'arme a volé de son emprise, atterrissant près de ma fille. Le shérif s'est retourné, du sang coulant sur sa tempe, gémissant sous l'impact. Je me suis figé, incertain de ce que je devais faire. Ses yeux s'enflammèrent de colère et, avant que je ne puisse réagir, il s'élança, me poussant au sol et commençant à m'étouffer. Laissez-moi. Je me suis débattu, mon souffle se bloquant dans ma gorge. Petra avait réussi à s'emparer de l'arme et à tirer, touchant le shérif au bras. Je l'ai repoussé et je me suis précipité vers ma fille. Oh, chérie, tout va bien. Je suis là maintenant, l'ai-je rassuré en l'embrassant. Comment as-tu atterri ici? Maman, il a tué Nana. Je l'ai vu. Il a dit qu'il aimait Nana et qu'il voulait la récupérer. Révéla ma fille entre deux sanglots. Elle m'a raconté comment le shérif Rodriguez, poussé par un amour tordu pour Rosaline, l'avait tué lors d'une confrontation après qu'elle a repoussé ses avances. En entendant ces mots, des souvenirs me sont revenus en mémoire. Le shérif Rodriguez était mon père biologique. Il avait abandonné ma mère enceinte pour une autre femme il y a 30 ans. Je l'avais oublié parce qu'il n'avait jamais été mon père après tout. Mais d'une manière ou d'une autre, il avait voulu récupérer ma mère et l'avait tuée après son rejet. L'odeur soudaine de la fumée m'a ramené au présent. J'ai su immédiatement que le shérif avait mis le feu à la maison dans son geste désespéré. Je l'ai confronté au milieu des flammes. « Arrête. Tu fais du mal à ta petite fille », ai-je crié. « Et je suis ta fille. » Il s'est figé, son expression était choquée, puis, avec un but renouvelé, il s'est élancé dans l'action. Il a libéré Petra et l'a emmenée à l'extérieur avant de se retourner vers moi. Alors que la fumée et les flammes nous engloutissaient, il s'est débattu mais a réussi à me mettre à l'abri. La sensation d'être dans les bras de mon père est la dernière chose dont je me souvienne avant de perdre connaissance. En me réveillant à la vue des ambulanciers et des restes calcinés de la maison, je me suis immédiatement enquise du shérif. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon regard s'est promené autour de moi, à sa recherche. Il y avait un homme plus âgé avec nous. Est-ce qu'il va bien? Ils l'ont emmené, maman, sanglota Petra avant que l'ambulancier ne puisse répondre. Il n'a pas survécu. Il est mort en te sauvant, interrompt la voix de l'officier Cummins. L'officier Cummins a expliqué que le shérif Rodriguez avait été retrouvé inconscient après m'avoir sauvé. Dans ses fugaces moments de conscience, il a avoué avoir assassiné ma mère. Sur le chemin de l'hôpital, il a succombé à ses blessures. Mon cœur s'est serré à cette pensée et aux émotions complexes qui tourbillonnaient en moi. Il nous a sauvés et a montré des remords pour ses actes. Pourtant, la douleur de ce qu'il a fait à maman, à nous, persista. Son expression de surprise en découvrant que nous étions sa famille me hantera toujours. Mais ma fille était en sécurité et je devais donner à ma mère un enterrement digne de ce nom. Je n'avais pas le temps de penser au shérif Rodriguez. Et voilà, un trio de récits qui nous laisse sous le choc des émotions et de l'imprévisibilité de la vie. Ces histoires nous rappellent que parfois, la vérité est plus étrange que la fiction. Et la famille ?
Eh bien, si est compliqué. Nous sommes curieux de savoir si vous avez vous aussi une histoire de ce genre. Nous serions ravis de l'entendre. Dites-nous ce que vous pensez de ces histoires et partagez-les avec vos amis. Si vous avez aimé lire ces histoires, vous pourriez aussi apprécier ces 3 histoires où des parents célibataires ont affronté le pire pour s'occuper de leurs enfants. Note, ces articles sont inspirés d'histoires tirées de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigés par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec des noms ou des lieux réels est purement fortuite. Toutes les images ne sont utilisées qu'à des fins d'illustration.